Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h. À la une de l'actualité ce soir, Ramlati Ali, mise en examen dans le cadre de l'affaire des fausses procurations. Décision du parquet de Mamoudzou après avoir entendu durant plus de 5 heures l'ancienne députée de la première circonscription du territoire. Réaction en plateau de Pierre Bellucci. Voici à présent le reste des titres de l'actualité de ce mercredi 14 février. Hier, et alors qu'elle est en campagne pour les élections législatives partielles, Ramlati Ali a été placée en garde à vue, puis entendue par les juges. À l'issue de son audition, elle a été mise en examen pour complicité d'établissement et d'utilisation de fausses procurations. Le point sur cette affaire et sur sa première réaction en ouverture de cette édition. Depuis hier, les syndicalistes CFDT de la fonction publique territoriale participent à une formation liée à la visite de représentants nationaux de la Fédération Interco, l'occasion de prendre connaissance de leurs droits, mais également de préparer les élections à venir. Les explications au cours de votre journal. Chose promise, chose due, cet après-midi l'aire de jeu ainsi que le nouveau parc sportif de Passamenti ont été inaugurés dans une ambiance survoltée. En effet, petits et grands ont été émerveillés et n'ont pas hésité à tester toboggan, jeux sur ressort et autres vélos elliptiques. Reportage. Au chapitre judiciaire, nouveau rebondissement dans l'affaire dite des fausses procurations, affaire issue des dernières élections législatives au mois de juin dernier. Dans la première circonscription du territoire, on l'a appris hier, tard dans la soirée, la mise en examen de Ramlati Ali, les faits reprochés aujourd'hui par le parquet de Mamoudzou à l'ancienne députée, la complicité d'établissement et utilisation de fausses procurations. Ce mercredi matin, le procureur de la République, Camille Miansoni, tenait un point presse. Le récit dans ce reportage. C'est un rêve qui tourne au cauchemar pour Ramlati Ali. Déchu de son siège à l'Assemblée nationale au mois de janvier dernier, l'ancienne députée de la première circonscription est désormais mise en examen pour complicité de fraude électorale. Après plusieurs heures d'audition, le magistrat instructeur a décidé de son placement sous contrôle judiciaire. À Madame Ramlati Ali sont reprochés une série de faits qui se résument en une complicité à l'établissement et à l'utilisation de fausses procurations. Alors ça se décline en plusieurs qualifications, mais en résumé c'est cela, une complicité dans l'établissement et l'utilisation de fausses procurations avec comme conséquence évidemment de fausser la tenue du vote par procuration. L'affaire remonte au mois de juin dernier, lors d'un second tour des élections législatives mouvementées dans la première circonscription. Donnée dans un premier temps perdante, Ramlati Ali est finalement désigné vainqueur le lendemain avec seulement 54 voix d'avance sur son adversaire Elhad Chakrina. Ce dernier décide de déposer un recours suite à des procurations litigieuses. Une instruction a depuis été ouverte. Je tiens d'abord à rappeler qu'une instruction est ouverte depuis l'été dernier. Donc c'est un dossier qui est géré par un juge d'instruction, qui est un juge indépendant. Et donc ce n'est pas l'initiative du parquet. Le juge d'instruction a considéré que l'évolution de son instruction lui permettait de faire placer en garde à vue Madame Ramlati Ali, puis ensuite de la faire déférer devant elle, devant le juge, pour être mise en examen. Mais pour le procureur de la République, aucune conclusion n'est à tirer après ce nouveau rebondissement. J'insiste là-dessus pour dire que la mise en examen n'est pas une déclaration de culpabilité. N'en tirer à ce stade aucune conclusion hâtive, l'instruction est en cours, il sera temps, le moment venu, de constater s'il y a ou pas culpabilité. À ce moment-là, c'est le tribunal qui en décidera. L'instruction suit désormais son cours dans un calendrier judiciaire mêlé au calendrier électoral. Et malgré cette mise en examen, Ramlati Ali est bien décidé à maintenir sa candidature pour les législatives partielles prévues les 18 et 25 mars prochains.
Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. Alors on a Ramlati Ali qui a réagi par le biais d'un communiqué en fin de journée. Une mise en examen tout de même qui arrive clairement au mauvais moment. Oui, alors il a parlé de ça forcément, et il s'est expliqué là-dessus, le procureur de la République. Il a expliqué que l'enquête elle suivait son cours. On se souvient, juste avant les législatives aussi, on avait eu 2 candidats qui avaient aussi été mis en examen. On pense à Ibrahim Bonaïdja, on pense aussi à Daniel Zaidani qui est une nouvelle fois candidat. Donc effectivement mise en examen, et c'est ce qu'il a rappelé le procureur, et aussi c'est la défense aujourd'hui de Ramlati Ali. Ce n'est pas une condamnation, on n'est pas coupable. Effectivement, il y a la présomption d'innocence. Pour l'heure, cette affaire, elle dure depuis des mois, elle a fait beaucoup parler. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des preuves, en tout cas, il y a de forts soupçons et des preuves suffisantes pour que Ramlati Ali soit impliquée et qu'elle soit mise en cause dans cette affaire. Maintenant, à quel niveau, on ne sait pas exactement. Et puis là, ça va être la justice qui va devoir faire son travail. Effectivement, ça tombe très très mal par rapport à cette élection et par rapport à sa candidature. Elle était députée il y a encore quelques semaines et là, elle se retrouve mise en examen. Candidate certes toujours, mais ça risque de lui porter un coup. Voilà, on va voir ce que disent les électeurs. On se souvient que, par exemple, lors du premier tour en juin dernier, Ibrahim Bouaneri était arrivé au second tour dans la seconde circonscription. Donc voilà, tant que les personnes ne sont pas jugées coupables, il ne faut pas les enterrer. Et puis après, sur cette affaire, effectivement, ça révèle quand même, j'allais dire, des dysfonctionnements dans les élections. Une élection qui a été annulée, c'est pas nouveau qu'on a cette problématique-là. On pense aussi à l'affaire des fausses procurations avec Moulay Soufmadi, donc voilà, qui lui par la suite effectivement a été oui, tout à fait. Donc voilà, donc on est quand même sur des faits qui se répètent. Et je pense que ce qu'il faut aussi retenir de tout ça, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et il faut absolument que ces élections, elles se jouent de manière démocratique, parce que des têtes, un jour ou l'autre, vont tomber. Alors là, effectivement, il y a des mises en examen, mais ce sont des faits très très graves. Effectivement, ils encourent des peines de prison jusqu'à 7 ans dans le cas présent. Donc voilà, je pense que la justice, elle l'avait dit, on se souvient, le procureur avait dit je vais aussi m'attaquer à la délinquance en col blanc. Donc on ne fait pas de lien entre cette délinquance et cette mise en examen, puisque on le répète encore une fois, il y a la présomption d'innocence, elle n'est pas condamnée. Mais en tout cas, on sait depuis des années que il y a des problèmes autour des élections, qu'il y a des annulations, et il faut que ça s'arrête. Et effectivement, peut-être que la justice aussi, si elle fait ça pendant ces périodes électorales, c'est qu'elle a envie de dire aux uns et aux autres attention, parce que là maintenant, on va être très très sévère avec les soupçons de fraude électorale. Bizarrement, comme vous le dites, le calendrier judiciaire s'aligne avec le calendrier électoral. Alors, très peu de réactions de la classe politique locale, à l'exception de Najim Ahmada, qui parle de présomption d'innocence. Oui, qui a tout de suite tenu à soutenir Ramlati Ali. D'autres l'ont probablement fait, mais ça nous a sûrement échappé. En tout cas, lui, sur les réseaux sociaux, il s'est rapidement affiché en compagnie de Ramlati Ali, avec un petit texte expliquant qu'il la soutenait et qu'il est avocat, ex-bâtonnier, donc qu'il la soutenait et que effectivement la présomption d'innocence primait sur tout le reste, et que voilà, elle maintenait sa candidature et qu'il la soutiendrait, même si ce sont des adversaires politiques, ou en tout cas qu'ils ne se trouvent pas aujourd'hui dans le même camp politique. Donc on va voir un peu. On imagine que certains vont plutôt surfer sur cette sur la vague effectivement judiciaire, en tout cas sur cette affaire. Voilà, mais on verra bien ce que ça donne. En tout cas, elle a tenu vraiment à réagir rapidement, et puis elle a dit ce qu'elle avait redit, c'est-à-dire qu'elle se tenait prête pour parler, pour aussi prendre connaissance du fond de l'affaire, et qu'est-ce qui lui était reproché aujourd'hui, c'est fait. Elle va pouvoir préparer sa défense, et puis elle va devoir continuer aussi avec cette élection et avec les meetings, et avec tout et c'est sûr que ça va être quand même très compliqué. Oui, Najim Ahmada est également surpris par le calendrier judiciaire. Il parle aujourd'hui d'une mise en examen comme un geste antidémocratique qui se répercutera sur le choix des Mahorais lors du futur scrutin. Oui, alors après, forcément, il y a des personnes qui vont faire des liens et qui vont dire que c'est anormal, pourquoi ça tombe à ce moment-là. Ça avait été le cas déjà en juin dernier, on se souvient. D'ailleurs, les candidats s'étaient posé des questions. Maintenant, on ne peut pas sans cesse remettre en cause la justice.
Aujourd'hui, Ramlati Ali est quand même était députée de La République En Marche. Elle est soutenue. Donc, si on va effectivement dans ce sens-là, s'il y a des liens, il y a un manque de séparation des pouvoirs, ce serait logique qu'elle ne soit pas mise en examen. Alors, de là à dire que les juges sont d'un parti ou de l'autre, voilà, c'est toujours très très compliqué. Il faut des preuves pour avancer à ces choses-là. Donc, on laisse les propos à l'ex-bâtonnier Najim Amada et s'il a plus de preuves, on est preneur et on l'accueillera avec plaisir sur notre plateau. Effectivement, merci Pierre pour toutes ces précisions. Annoncé hier lors de votre précédente édition, les élections au MEDEF approchent et révèlent de vives tensions au sein du syndicat local du patronat. Invité de la matinale, le vice-président David Nagar est revenu sur les propos de la candidate Carla Baltus qui a pointé du doigt l'inaction de l'équipe en place. Pour David Nagar, l'heure n'est pas à la division au moment où les évolutions du Code du travail représentent un véritable défi pour certaines entreprises mahoraises. Ces propos recueillis lors de la matinale ce mercredi. Je suis sur la liste de Télégramme, mais encore une fois, je ne suis pas là pour parler des élections. Moi, je suis là pour clarifier les choses. On parlait de transparence, je suis quelqu'un des plus transparents, et c'est pour ça que j'évoque le cas de SMAE, donc il est bien sur la liste, il n'y a pas de difficulté. Moi, ce que je trouve, quelque part, déshonorant pour les entreprises actuellement, c'est ce qui se passe en off. C'est-à-dire, et là je ne parle pas des deux prétendants à la présidence, je parle de ce qui se passe entre les adhérents entre eux. On nous dit que c'est la guerre. Ça se chamaille. Il commence à y avoir, pour reprendre les termes de quelqu'un que j'ai eu au téléphone encore tout à l'heure, il y a des plaies qui s'ouvrent. Et c'est bien dommage à l'heure où le MEDEF, plus que jamais, a besoin d'être uni, a besoin d'être fort. Et puis une information qui nous est parvenue dans la journée, le renoncement de Thierry Gallarme à la présidence du MEDEF. Le patron des patrons actuel a annoncé retirer sa liste de la course au profit de son adversaire de la veille, Carla Baltus, pour qui désormais il votera. Thierry Gallarme conclut dans son communiqué qu'il sera également à sa disposition pour assurer une transition des dossiers dans le cadre d'un MEDEF ressoudé et uni. Au chapitre social, depuis lundi, des représentants CFDT de la Fédération Interco sont en visite à Mayotte, l'occasion de rencontrer les équipes syndicales et de former les agents face à des employeurs publics qui ne respectent pas toujours les droits syndicaux. L'occasion également de préparer les élections à venir cette année. L'enjeu est de taille pour la CFDT, à savoir sauvegarder sa place de numéro 1 dans la fonction publique territoriale ou encore dans les petites entreprises. Le point dans ce reportage de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Depuis hier, les locaux de l'UI-CFDT accueillent une formation qui s'adresse aux agents de la fonction publique territoriale. Chaque année, des représentants de la Fédération Interco viennent à Mayotte afin de rencontrer les équipes locales et de faire le point sur les évolutions législatives. Et on vient comme tous les ans, c'est pas toujours les mêmes, on vient pour rencontrer nos équipes, pour donner les évolutions législatives, bien évidemment les derniers textes qui sont sortis, échanger sur ce qui a été obtenu auprès des employeurs, auprès des maires, auprès du conseil départemental, ce qu'on n'a pas obtenu, ce qu'on a vraiment des difficultés à obtenir et qu'on va continuer à revendiquer cette année. En marge de ce travail législatif, les difficultés propres à Mayotte ont également été abordées, notamment celles liées au non-respect des droits syndicaux. Les employeurs, par méconnaissance, peut-être aussi parfois par mauvaise volonté, n'assurent pas le respect des droits fondamentaux des syndicalistes. Il n'y a pas de local, il n'y a pas de panneau d'affichage. Alors, il y a d'autres choses. Il y a des pratiques qui font que voilà, il y a des choses qui se passent bien, mais il y a quand même beaucoup de choses qui nécessiteraient qu'on se rapproche un peu plus rapidement de ce qui se passe en métropole. Bon, on a eu des exemples où on nous a dit non, le personnel n'a pas à parler en comité technique. Non, le comité technique, il est fait pour ça, pour que le personnel puisse s'exprimer. C'est effectivement consultatif, mais il a au moins le droit à la parole et à l'expression. Et dans certains endroits, ce droit-là a été quand même très sérieusement ignoré. À ce titre, demain, une rencontre est prévue avec le directeur du centre de gestion. Même si grâce à cette formation, les représentants syndicaux vont désormais être mieux à même de faire pression sur leurs employeurs.
Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes parce que je vais commencer déjà par le CT. Ça veut dire qu'il faut de bonnes organisations dans les mairies pour pouvoir nous fonctionner dedans. Donc on a remarqué que tous les mairies, ils sont au courant qu'on devrait monter ça, mais au fait, ils s'en foutent. Donc c'est à nous, les syndicalistes, de mettre la pression au niveau de nos élus, de nos chefs de maires. Autre objet de cette visite, les élections syndicales à venir. En effet, 2018 sera une année importante pour tous les syndicats du département. En 2018, il va y avoir des élections dans tous les secteurs d'ailleurs. La fonction publique territoriale, donc les communes, conseils départemental, dans les intercommunalités, mais aussi dans tous les autres secteurs qui ne sont pas de ma fédération, mais où la CFDT est présente. Il va y avoir des élections à la préfecture, où il y a aussi d'énormes difficultés et de conditions de travail. Des élections à la fonction publique hospitalière. Et Mayotte, là aussi, est quand même connue, où il y a des conditions particulièrement difficiles, vu l'affluence au sein de l'hôpital. Et donc, il y aura des élections sur tous ces secteurs publics qui nécessitent une présence syndicale et évidemment, si possible, une présence CFDT. C'est aussi dans l'enseignement, c'est aussi sur les parcs naturels, dans tous les secteurs, effectivement. Et il y a une fonction publique importante, effectivement, sur Mayotte. Et rien qu'au niveau du personnel de la territoriale, c'est quasiment 7000 agents quand même qui travaillent pour les employeurs publics. La bataille électorale approche et tous les syndicats se préparent au mieux afin d'obtenir la meilleure représentativité possible. 9h et bientôt 19 minutes sur Causi TV. Merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité de ce mercredi 14 février dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. L'intersyndicale de Mayotte, composée de l'UICFDT, l'UDFO, la CGTMA et la CFE-CGC, appelle à une mobilisation générale pour une grève illimitée à Mamoudzou, place de la République, à partir du 20 février prochain. Les syndicats souhaitent, je cite, dénoncer la fermeture de plusieurs établissements scolaires et l'arrêt des transports dû à l'insécurité qui règne à Mayotte et qui provoque l'anarchie au sein de notre île. Ils exigent la présence permanente des forces de l'ordre devant les établissements qui sont assujettis aux problèmes de violence. Ils réclament par ailleurs la mise en application immédiate des engagements pris lors de la signature du protocole de fin de conflit du 29 janvier 2018 entre l'État, le syndicat des transporteurs ou encore le conseil départemental de Mayotte. Parmi les articles qui composent ce protocole, il est notamment stipulé que tous les actes d'incivilité sur le réseau de transport donnera lieu à un droit de retrait le lendemain. Suite à l'agression de l'un de leurs collègues hier après-midi à l'intérieur de la cité scolaire de Bandrélé, des enseignants et des agents ont décidé d'exercer leur droit de retrait ce jour. De son côté, Rivo Malala raconte au Dravelo, le secrétaire départemental du SNUPP-FSU, également secrétaire du comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail Académique, CHSCTA, s'étonne de l'absence de réaction de l'administration. En effet, avec Kahani et Tsararano, cela fait 3 droits de retrait, sans compter celui des conducteurs. Le secrétaire du CHSCTA ajoute, je cite, « Bien que les précédentes demandes de réunion d'urgence ou d'enquête sous contrôle du CHSCTA soient restées vaines, je réitère ma demande de réunion d'urgence pour les différentes situations problématiques. Devrais-je une nouvelle fois vous rappeler qu'en cas de désaccord avec l'employeur, un comité extraordinaire doit se tenir dans les 24 heures, qui suivent la déclaration sur le registre. » Dès demain, Mayotte va accueillir Jean-Pierre Philibert, le président de la Fédération des entreprises d'outre-mer. Actuellement en déplacement à La Réunion, accompagné d'une délégation, il devrait notamment visiter le lycée polyvalent de Kaweni. Le patron de la FEDOM parle bien notamment de sa lettre d'information hebdomadaire, n'hésite jamais à défendre l'économie au sein du 101e département. À plusieurs reprises, la fédération a alerté les plus hautes instances de l'État afin qu'elles prennent conscience du nombre de défis que l'île au lagon doit relever. Jean-Pierre Philibert devrait par ailleurs aller à la rencontre de son vice-président Thierry Galarme, qui vit par ailleurs ces derniers jours à la tête du MEDEF. Il rencontrera des entrepreneurs et des institutionnels, comme il le fait à chacun de ses déplacements, pour parler du développement et des dossiers à défendre dans la capitale. En prévention, ce mercredi s'est tenue la remise des prix de la première édition du concours Selfies ton préservatif, lancé à la fin du mois de novembre dernier dans le cadre de la Journée mondiale contre le VIH. L'occasion pour les participants de gagner plusieurs lots. Bonsoir Saïd Mohamadi. Bonsoir.
Alors vous êtes chargé de mission en prévention de la santé. Alors ce concours a été lancé au mois de novembre dernier. Aujourd'hui les lauréats ont été récompensés. Tout d'abord, cette opération a été un succès. Est-ce que vous êtes fier de cette opération ? Très fier même. Je suis très fier de cette opération puisqu'on a largement dépassé nos attentes. Puisque, pour vous donner des chiffres, aujourd'hui nous sommes à plus de 112 000 personnes atteintes, donc 112 000 personnes qui ont cliqué, qui ont liké, qui ont commenté les différentes réalisations postées sur les différentes pages Facebook des participants. On est à plus de 43 000 mentions j'aime, à plus de 200 partages. On a eu également plus de 217 demandes de participation. Enfin, c'est pour vous dire, le concours Selfie ton préservatif a été un succès et un succès que nous comptons bien remettre à l'année prochaine. Renouveler l'année prochaine. Qu'est-ce que pour vous explique justement cet engouement pour ce type d'opération ? On se rend compte par l'intermédiaire de cette opération que les étudiants et les élèves sont de plus en plus demandeurs de ce type d'action et surtout deviennent, si j'ose dire, acteurs de leur propre prévention. Le fait de se prendre en photo avec un préservatif, proposer une phrase de prévention à la santé et le poster sur sa propre page Facebook, c'était l'occasion pour les étudiants et les élèves de dire à leurs proches, amis, pères, etc., faites attention, il existe des maladies ou des infections sexuellement transmissibles à l'extérieur, protégez-vous. Et c'était justement ça le message qu'on a voulu lancer dans ce concours. Lélo a gagné également, c'était plutôt tentant, non ? Oui, Lélo a gagné, oui, c'était très tentant. On a eu dans ce concours plusieurs lots qui ont été mis en jeu. Le parrain du concours Selfie ton préservatif, qui est une autre que la MGEN, a offert un billet d'avion aller-retour à La Réunion. On a également des sorties bateaux sur le lagon de Mayotte, des livres encyclopédiques. Enfin, il y a eu beaucoup de lots qui ont été mis en valeur, on va dire, et donnés par nos partenaires. On a également eu le soutien de l'ARS qui nous a accompagnés sur cette action, le soutien également du centre universitaire, du vice-rectorat, de plein d'autres acteurs du monde de la santé, et franchement, on est très fiers de cette action. Comment comptez-vous le renouveler justement cette opération dans les années à venir ? Alors pour déjà l'année prochaine, on va ressolliciter nos partenaires pour proposer soit sur le même concept un selfie avec un préservatif ou pourquoi pas une vidéo où le jeune proposerait sa phrase de prévention via une vidéo type Snapchat. Enfin, les possibilités sont nombreuses, donc on va en discuter entre nous et vous aurez la surprise l'année prochaine. Quels ont été les apports cette année ? Alors, cette année, par rapport au slogan, au concours, tout à fait. Oui. Ce que je retiendrai, c'est la gagnante du concours qui nous a proposé comme phrase de prévention: ne faites pas les choses à moitié, car te protéger, c'est protéger ton avenir et celui des autres. Une belle phrase de prévention, si j'ose dire, où l'étudiant en question parle de son avenir, parle également de protection et également protéger les autres. Et à mon sens, c'est ça le message qu'on devait retenir pour cette action. De manière générale, vous sentez que le message a été retenu ? Le message a été retenu et on parle de plus en plus de sexualité entre pairs, mais également entre différentes générations. Et ça démontre encore une fois une évolution dans les mœurs et on est sur la bonne voie. Le sujet de la sexualité reste encore une fois un tabou sur notre petit caillou du bout du monde, mais on l'espère que, Inch'Allah, comme on dit chez nous, dans les prochaines années, les choses vont aller en s'améliorant et on espère, pourquoi pas, avoir un concours de selfie avec nos parents, qui sait. Pourquoi pas. En attendant, rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition, c'est officiel, vous l'annoncez, de Selfies pour préservatif. Il y aura une 2e édition également l'année prochaine, lors du lancement du 1er décembre. Merci beaucoup Saïd Mohammadi d'être passé par ce 19h. Une bonne nouvelle pour les enfants de l'île à présent, ils pourront profiter d'une aire de jeu et de loisirs à Passamaïti désormais. Un nouvel espace familial qui n'est pas le premier du genre sur le territoire, mais sûrement le plus grand. Un parc d'environ 7700 mètres carrés composé de 17 équipements sportifs, toboggans, cabanes ou bien encore jeux sur ressort. Coût total du projet 250 000 € au grand bonheur des petits et grands réunis cet après-midi pour son inauguration, dont Adèle Laurent. C'était Noël après l'heure cet après-midi à la nouvelle aire de jeux et de loisirs de Passamenti.
Petits et grands ont inauguré ensemble ce lieu baptisé Mpwenkadinga par les habitants de la commune. Et pour cause, la mairie de Mamoudzou a créé cet endroit convivial avec une idée en tête, faire pour et avec la population. Quand vous faites avec la population, tout se passe bien, ou à peu près. Mais quand vous imposez quelque chose, là, la population ne s'approprie pas l'équipement. Ici, en cas d'espèce, nous avons signé ou nous signerons une convention avec une association locale qui s'appelle AD du Pass, qui va gérer justement l'espace. Ça veut dire que ce sont des jeunes de Passamainti qui vont être là, qui vont gérer l'espace, qui vont surveiller les équipements, qui vont aussi entretenir l'espace. Et ils s'identifient. La population s'identifie aussi à l'ère de jeu, mais aussi aux jeunes. Donc je pense que sur ce point-là, c'est un pari. On tirera les conclusions plus tard, mais je pense que ça peut marcher. Et qu'en pensent les principaux intéressés? Moi, je crois que c'est une bonne idée de faire le parc parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici pour passer leur temps, que de faire les conneries sur la route et tout ça en fait. Ça sert à jouer et tout ça. C'est bon en fait. Moi, je remercie l'État d'avoir fait ça. C'est bien pour les petits garçons qui vont pouvoir s'amuser et les gens qui voudront faire du sport. C'est très cool en fait. C'est bien qu'on a le parc à Passamainti, comme ça tout le monde va très bien s'amuser. Depuis qu'on a commencé à venir là, il y a des gens, des enfants qui viennent ici pour se battre. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Les enfants peuvent rentrer autant qu'ils veulent, peuvent faire ce qu'ils veulent. Du coup, c'est pas trop sécurisé. Et on peut aussi laisser des gens qui sécurisent bien ici. Mais à part ça, c'est bon, c'est très joli. On est très content d'avoir vu ça. Parce que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les communes qu'on a mis ça. On aimerait bien. Les autres aimeraient bien aussi qu'on met ça chez eux. On a de la chance d'avoir ça. Je pense que ce lieu est, il est très génial. Ça nous permet, nous les jeunes, de venir ici pour faire des activités, pour se chauffer les muscles, tout ça. Je pense que c'est vraiment bien. Je remercie à la mairie de Mamoudzou d'avoir créé ce parc pour nous. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme les jeunes d'avant. Maintenant, les jeunes ils sont évolués et ils vont prendre soin de notre parc. Et c'est ce que j'aimerais aussi faire, leur dire de respecter. Cet après-midi, une ambiance de détente régnait et petits et grands ne se sont pas fait prier pour tester les nouvelles machines et jeux inaugurés. Et la mairie de Mamoudzou ne compte pas s'arrêter à l'aire de jeux et de loisirs de Passamainti. Au-delà de tout cela, il y a Tsunzu qui est aménagé, où au début il y a un boulodrome. On va continuer jusqu'à la station essence, avec notamment l'itinéraire vert. Il y a d'autres endroits comme Mtsapere, le terre-plein de Mtsapere. Il y aura le même espace, en beaucoup plus grand, avec des aires de jeu dédiées au basket, à l'athlétisme. Un endroit au bénéfice de tous. Avis aux amateurs de sport et de détente, ce lieu convivial n'attend plus que vous. Visiblement, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À suivre sur les antennes de Kwezi la suite de votre programme. Rendez-vous demain 19h pour un nouveau bulletin d'information. Excellente soirée à tous sur Kwezi.